Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons découvrir le langage C. Alors, ce langage C, on va commencer donc dans le module 0 par découvrir un peu de quoi il s'agit, l'installer, compiler le premier programme. Évidemment, on va découvrir ce que ça veut dire que compiler ce mot barbare. Donc, je vous propose qu'on avance et qu'on regarde un peu du coup le sommaire un peu de ce module 0. Donc, au programme, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend le C encore en 2026, comment ça marche, la différence entre code source, exécutable, compilation, tous ces mots-là. Donc, on va essayer de mettre des mots et surtout d'expliquer un peu comment ça marche. Ensuite, on va installer les différents outils dont vous allez avoir besoin, notamment donc le MinG, le GCC qui du coup va vous permettre en fait justement de créer les programmes à partir de code source que vous aurez écrit. Je rentrerai un peu plus dans les détails. On parlera de Sublime Text du coup que je vais vous proposer pour commencer. Il y en a d'autres. Vous pouvez suivre avec d'autres, mais je vous expliquerai pourquoi moi je vous conseille Sublime Text pour commencer. Ensuite, on créera du coup notre premier programme, on le compilera et on verra aussi un peu comment automatiser tout ça pour pas avoir les lignes à retaper à chaque fois. Donc c'est quand même un premier module qui est assez dense, donc accrochez-vous et on est parti. Donc, premier chapitre, comme je disais, pourquoi le C? Donc le C, c'est un langage qui a été créé donc en 1972 dans les laboratoires Bell. Et l'idée, c'était pour écrire un peu le système Unix qui sera du coup utilisé un peu plus tard par notre ami Linus Torvald. Ça fait plus de 50 ans et il est toujours massivement utilisé. Après, je mettrai quand même peut-être un petit bémol dans le sens où aujourd'hui, Rust est en train de prendre massivement des parts, j'allais dire de marché, mais là on n'est pas dans le marché, donc des parts de développement. Voilà, même dans le noyau Linux aujourd'hui, on voit que le Rust est en train de devenir le standard. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est qu'effectivement vous allez pouvoir l'utiliser dans Linux, dans Windows, dans macOS, dans des bases de données, dans de l'embarqué. En gros, quasiment tout peut être écrit en C. Vous pourriez même faire un site web en C. J'ai vu des gens qui avaient fait ça, notamment dans la finance, pour que les graphismes soient rafraîchis au plus vite. Je vais le dire, je le déconseille. Franchement, c'est pas rigolo d'écrire un site web en C, mais voilà, on peut vraiment tout écrire en C. Après, tout dépend en fait un peu de ce que vous avez envie d'écrire, dans le sens où, à mon sens, quand on choisit un langage, on doit le choisir en fonction de la tâche qu'on a à faire. Je pense qu'effectivement, créer un site web style, je sais pas, Facebook en C, ça paraît pas une bonne idée. Quoique, à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, si vous prenez le site Le Bon Coin, les trois premières, il y avait au moins 3 pages qui, elles, étaient écrites en C, toute la partie moteur de recherche du début. Ils n'ont pas énormément de pages au final différentes, et c'était écrit en C. Mais voilà, si vous voulez avoir des langages du coup comme le Python, le PHP, le JavaScript, en fait à la base ils sont alors eux-mêmes écrits en C, oui et non, mais effectivement il y a des librairies PHP qui sont écrits en C. Mais on va dire que l'intérêt du PHP par exemple par rapport à du C, c'est que vous allez avoir des fonctions qui font déjà beaucoup de choses, que si du coup vous devez prendre le temps de réécrire en C, c'est quand même un peu une perte de temps, on va pas se mentir. Donc voilà, le C, ce qui est bien, c'est que c'est le langage le plus structuré, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de commencer par ce langage. Ça vous permet vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais voilà, vous verrez au cours de la formation. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment on comprend chaque élément du langage, pourquoi c'est là, et en fait, on se rend compte qu'après, en fait, on va avoir des langages qui vont se baser sur du C, mais qui nous permettront, en fait, en une fonction, d'appeler 4 fonctions C ou 15 fonctions C, vous voyez, dans l'idée. Donc voilà, pourquoi je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a toujours la guerre entre d'abord, vaut mieux apprendre le Python qui est plus simple à lire, qui a moins de contraintes, mais du coup, c'est dur d'aller du Python vers le C. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas, dès le début, commencer par le C qui est plus dur, mais une fois qu'on a passé le C, en gros, on peut coder dans n'importe quel autre langage. Là, après.
Moi, je sais que j'ai commencé par le C. J'ai même commencé à écrire pendant 6 mois. Mes premiers 6 mois de cours étaient en papier. On écrivait du pseudo-langage et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors bien sûr, j'ai râlé à l'époque, mais avec le recul, je me dis, en vrai, c'est ce qui m'a permis de me structurer. Donc, moi, je vous conseillerais de faire ça. Donc, bah, pourquoi l'apprendre? J'ai un peu débordé. Effectivement, on est proche de la machine, on voit la mémoire, les adresses, ce qui est caché ailleurs. C'est-à-dire que si vous faites du PHP, on va jamais vous parler de gestion de la mémoire ni d'adresse mémoire. Je reviendrai un petit peu plus tard dans le cours là-dessus, mais voilà. Du coup, c'est forcément plus simple, mais du coup, on a moins la main et donc du coup, forcément, votre programme est moins optimisé. Donc par exemple, typiquement, si vous faites de la programmation embarquée, vous voulez travailler, je sais pas, sur des capteurs qui vont distribuer de l'eau à telle température, bah, vous n'allez pas faire ça en C, vous allez faire ça en C et vous n'allez pas le faire en PHP. Vous pourriez, mais ça serait plus lent, ça serait moins optimisé. Voilà, l'idée c'est que grâce au C, bah vous allez pouvoir aussi, si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'espace mémoire, alors bien sûr aujourd'hui on voit nos ordinateurs, il y a 4 Tera de données sur le disque dur, où il y a 1 Tera. Bien sûr qu'on s'en fiche d'avoir 50 mégas d'installés en plus qui ne servent à rien. Mais quand vous avez un microcontrôleur pour une puce, je sais pas moi, dans un appareil électrique, bah là, vous n'avez pas 1 Tera de disque dur connecté. Ils vont vous dire, bah il y a 3 mégas de RAM, ou il y a, allez, 10 mégas de RAM, bah faut vous débrouiller avec ça. Donc du coup, voilà. Mais du coup, une fois que vous l'avez fait et que vous savez comment ça marche, quand vous êtes en PHP, bah vous dites, ah attention, il faut que je fasse attention à ça. Donc ça vous donne des bons réflexes concrètement. Ça force la rigueur, il n'y a pas de magie, tout est dit explicitement, c'est pas bon bah gère la mémoire et débrouille-toi, je veux rien savoir. Là, vous serez obligé de le faire vous-même. Et du coup, bah comme je disais, ça pose des bases solides entre les pointeurs, la mémoire, les types, et c'est réutilisable partout, même si c'est caché, ça n'empêche que bah, vous avez quand même ces principes-là. Alors, on va justement démystifier tout de suite les pointeurs. En fait, les pointeurs, vous verrez que c'est très simple comme notion. On en fait tout un plat, mais en gros, il n'y a qu'une adresse qui est sauvegardée. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur un pointeur. Mais on en reparlera, vous inquiétez pas. Mais voilà, et mes étudiants cette année me l'ont dit encore. Ah, c'est que ça. Bah oui, en fait, voilà, il faut se concentrer. Alors bien sûr, il y a des petits trucs autour, mais en vrai, une fois qu'on a bien compris la base, ça passe tout ça. Donc l'idée c'est que tout ce qu'on va apprendre, on va faire des boucles des fonctions. En fait, vous allez les retrouver dans tous les autres langages. C'est pour ça que le C, bah, c'est le langage pour débuter par excellence et qui est le mieux pour ça, parce que du coup il est exigeant, mais tout ce qu'il enseigne, bah, vous n'allez pas l'oublier et surtout vous allez le réutiliser partout ailleurs. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans la technique et voir les différents types de langages, parce que du coup j'ai parlé de C, de Python, de Rust, de PHP, on peut parler du Go, du Ruby, voilà, il y a 50 000 langages, et comme vous le savez, un ordinateur, en gros, il ne comprend que 0 et 1. Pourquoi? Bah, en gros, c'est savoir est-ce qu'il y a du courant qui passe ou pas. En gros, c'est pour ça qu'on a 0 ou 1, ce qui permet, bah, comme ça, de savoir est-ce qu'il y a un courant ou pas. C'est facile à l'ordinateur. La seule variable sur laquelle il peut travailler, c'est est-ce que le composant laisse passer par exemple, du courant ou pas. En gros, hein, c'est très imagé, mais c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de 0 et 1. C'est juste parce que bah on avait quelque chose de binaire, c'est-à-dire 2 états. C'est-à-dire ça passe pas. Donc on a 2 types de langages. Vous avez peut-être déjà fait du Python ou du PHP jusqu'ici, voire du JavaScript. Donc l'idée c'est ce qu'on appelle un langage interprété. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez donner votre programme à quelqu'un, vous allez lui donner le python.py, c'est-à-dire le code source de votre programme. Par exemple, si vous voulez utiliser un script JavaScript, vous allez récupérer, vous pouvez copier-coller le JS dans un autre fichier JS, donc JavaScript, il n'y a pas de problème. Python, bah c'est pareil, vous donnez votre .py à quelqu'un, il a qu'à le regarder, il copie-colle, il le met dans le sien, et ça marche. Donc l'idée c'est qu'en fait, l'ordinateur, comme je disais, il comprend que les 0 et les 1, mais vous lui passez quelque chose qui est écrit en anglais. Donc bah, vous voyez bien qu'il faut quelque chose entre les deux. Un interprète.
Et donc du coup, l'interpréteur, c'est celui qui va traduire du coup le texte au moment où vous allez exécuter, vous dire bah lance-moi Python mon main.py, on va dire, ou mon fichier python.py, puisque c'est comme ça en Python, l'extension c'est .py. Si vous êtes en PHP, ça va être index.php. Voilà, c'est exactement le même principe. Vous allez dire bah PHP exécute index.php. Et donc PHP ou Python, ça va être un interpréteur, il va lire le code ligne à ligne et l'exécuter, c'est-à-dire faire les différentes actions au fur et à mesure. Donc pour ça, bah, il faut évidemment qu'on puisse voir les exécutions. Et donc lui, il va dire, ok, ça veut dire ça pour l'ordinateur, et il va le traduire en temps réel. A l'inverse, si on a un langage compilé, comme le C, l'idée c'est que le programme va appeler un compilateur qui va traduire tout le code en une seule fois, et il va vous créer ce qu'on appelle un exécutable. Souvent d'ailleurs vous avez .exe à la fin, bon, sauf si vous êtes sous Mac ou Linux, mais quoi qu'il arrive c'est un exécutable, donc c'est quelque chose, on peut double-cliquer dessus, il ouvre une fenêtre, il fait des choses. C'est ça un programme. Et bien du coup là la différence c'est que votre code source il reste sur votre ordinateur, vous le compilez, vous envoyez derrière le .exe à la personne, il n'y a pas besoin de recompiler, elle peut double-cliquer sur son ordinateur, ça va démarrer. Donc du coup c'est comme si c'était effectivement un livre traduit, voilà, mais vous n'avez pas accès au code. Donc ça peut, par exemple, c'est aussi pour ça que par exemple Windows ou Word sont distribués comme ça pour que les gens ne puissent pas voir le code source. Voilà, bon, vous allez me dire ceux qui font des sites web en PHP, vu que c'est sur un serveur, vous n'y avez pas accès. Mais c'est vrai que si vous voyez le code source d'un site web, vous pouvez tout de suite le récupérer. Vous serez obligé d'avoir le code source pour exécuter le site web. Chose qu'en C, vous pouvez donner l'exécutable et après, bah, les gens peuvent l'exécuter, mais ils n'ont pas accès au code source. Il y a des solutions pour avoir quand même accès au code source, mais normalement, par défaut, vous n'aurez pas accès au code source. Donc ça, c'est la différence entre interpréter et compiler, dans le sens où si c'est interprété, en fait, à chaque fois, vos codes sources vont être relus. Compilé, bah, ça va être exécuté directement. Là, du coup, vous voyez, il y aura une lecture puis une exécution. Donc forcément, les langages interprétés sont plus lents. C'est logique, il y a une étape entre les deux. Mais dès que vous avez corrigé, vous n'avez pas besoin de recompiler votre programme pour voir les corrections arriver. Le problème, par exemple, avec un langage compilé, si on peut parler de ça d'un problème, c'est que par exemple, si vous avez la version de Microsoft, ou en tout cas, on va dire, vous avez une version d'un programme à telle version, vous avez la V12, bah, quand la V13 est sortie, vous devez récupérer du coup les fichiers, remplacer ceux de la V12 par la V13 et ainsi de suite. Que sur un site web, si on vous dit bah voilà, il y a une nouvelle version du site web, bah, vous mettez à jour les fichiers sur le site web, la personne vient et elle voit les mises à jour directement faites. Donc voilà, il y a ce petit truc, mais bah, le problème c'est que c'est lent. Donc par exemple, si vous avez des choses que vous voulez, de la réaction en temps réel, typiquement pour des voitures autonomes, ce genre de choses, bah, vous voyez bien que le Python ne peut pas fonctionner. On est obligé d'avoir du C puisque c'est du temps réel. Il faut que ça soit à la milliseconde près, voire à la microseconde près. Donc pour résumer ce que je vous ai dit, je vous laisserai voir. Voilà, le point fort c'est qu'effectivement compiler c'est très rapide. L'intérêt aussi quand même du C, voilà, c'est quand même que c'est très rapide et bah voilà, vous avez un peu les différences. Maintenant, c'est plus strict, c'est plus dur à lire que par exemple du Python.